Bon, vous l'avez vu hier, l'équipe de France a remporté son match face à l'Irlande. Il est présentement 2 heures du matin, dimanche matin, parce que j'ai eu une énorme migraine après le match gagné en Irlande. Du coup, j'ai dormi à travers Pays de Galles, Écosse, ou Écosse-Pays de Galles plutôt. Et du coup, je me suis retrouvé à faire un stream où en fait j'étais un peu en décalage. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, re-regarde le match. Et du coup, je me suis re-regardé le match. Il est donc 2 heures du matin, vu que j'ai commencé le match à 23h30 et que j'ai re-regardé la première mi-temps parce que je pensais avoir manqué des trucs. Du coup, je pense avoir un avis plutôt factuel, hein, honnêtement, pour avoir re-regardé le match. Je pense avoir trouvé des trucs intéressants à dire. D'abord, ce qui est bien à cette victoire, c'est que la France a vraiment confirmé ce qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire qu'on sentait qu'avec ce groupe, c'était pas possible de faire des performances en demi-teinte ou des performances comme quand tu vas gagner enfin quand tu vas perdre en Angleterre, oui, le lapsus, quand tu vas perdre en Angleterre et que tu fais autant d'erreurs, que tu es frustré, c'était pas possible. Et je pense que, ok, aujourd'hui, bon, ceux qui critiquent, dont moi, hein, je me compte dedans, mais ceux qui critiquent forcément se font un peu taunt par les joueurs en mode bah ils critiquent aujourd'hui donc on leur répond, ce qui est plutôt logique. Mais je pense que c'était pas médisant de les critiquer parce qu'on savait qu'avec la qualité individuelle des joueurs et aussi la qualité du staff, merde, Galtier a fait des choix un peu bizarres, on va en parler, que ce soit notamment sur le banc 7-1, 6-2, etc. On va en parler, mais la qualité du staff fait que on ne pouvait pas avoir une équipe de France aussi moribond dans ce Six Nations. Et cette victoire en Irlande est vraiment quelque chose qui, à mon sens, marque une entrée dans une nouvelle ère. Alors, c'est pas on révolutionne tout, etc. Mais c'est une entrée dans une nouvelle ère mentale parce que jusque-là, l'équipe de France n'avait pas cette victoire étape pour faire rentrer le groupe de joueurs dans un nouvel état d'esprit. Et donc là, cette victoire en Irlande, elle te permet d'abord de te remettre en favori pour gagner le Six Nations, hein. La France, en fonction du résultat de l'Angleterre cet après-midi, a juste à gagner contre l'Écosse, vu qu'elle a une différence de points immense. Mais en fait, elle confirme le potentiel de plein de joueurs, notamment sur le banc, et elle te confirme la forme sur plein de joueurs où tu pouvais te poser des questions. On va en parler. D'abord, on ne peut pas commencer cette vidéo sans parler des 15 premières minutes de ce match. Pourquoi? Parce que l'Irlande, tout comme le Leinster, on peut les comparer, c'est du pareil au même, a toujours cette habitude de concasser la gueule sur les 20 premières minutes de l'équipe qu'elle affronte. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ça permet à l'Irlande de faire le match en tête. Pourquoi c'est bien? Parce qu'en faisant le match en tête, c'est pas qu'elle rend le ballon à l'adversaire, mais c'est que l'adversaire va garder le ballon et qu'en ayant la fatigue des 15 premières minutes, des 20, voilà, des 15-20 premières minutes où tu as défendu comme un âne, mais que tu t'es quand même fait transpercer, eh ben, la suite du match, tu vas à la fois poursuivre l'Irlande, mais aussi combattre la fatigue. Et ce qui a changé le match, c'est ces 15 premières minutes. Pourquoi? Parce que si l'Irlande, sur ces 15-20 premières minutes, marque 2 essais, comme ça arrive qu'elle le fasse, qu'elle marque 2 essais, ou alors un essai, une pénalité, qu'elle prenne 10 points, le match n'est pas le même. Et là, le fait que sur les 15 premières minutes, la redistribution et l'activité défensive du 15 de France ait été parfaite. Franchement, on n'aurait pas dit que c'était l'Irlande qui attaquait avec son jeu de cellules, avec son 1-3-3-1, ou alors des fois il le modifiait. Enfin, c'était dans une évolution constante. Aujourd'hui, le système offensif, comme on le connaît dans ces 15-20 premières minutes irlandais, a été naze. C'était prévisible. Prendergast n'a pas été bon, on va en reparler. Mais ce qui a été franchement à souligner, c'est évidemment l'activité de François Cros qui, bah, il a remué de la viande, quoi. Enfin, c'est c'est compliqué de pas le dire autrement, mais il a été parfait. Il fait 15 plaquages, je crois, sur les 20 premières minutes. Il a été énorme, les bons plaquages en plus. Des plaquages bas qui stoppent, ou alors des plaquages un peu au niveau du buste qui, bam, rebalance l'adversaire derrière la ligne d'avantage. Plein de choses comme ça où, en fait, franchement, le fait que l'équipe de France sorte de ces 15 premières minutes, 20 premières minutes même, sans prendre un point, c'est quasiment une victoire en soi-même, quoi. Parce que quand Kroos fait ce grattage à la
15e, 16e minute, je crois que c'est 15-20 ou 15-16, un truc comme ça, où il fait ce grattage. Il y a une espèce de... Pas de stupeur dans le stade, mais un espèce de revirement d'ambiance où en fait tu passes euh, de 15-20 minutes où tu te dis que la France va se faire rouler dessus, alors pas prendre 60-0, mais va se faire rouler dessus défensivement, où en fait tu dis ah putain ils ont résisté, ah putain ils reviennent chez nous. Là je pense que dans le stade il y a un truc qui se fait que ça shift un peu. Autre chose intéressante, c'est le jaune de McCarthy avec d'abord Ramos qui voit que c'est McCarthy en face, pan, il lui fout un extérieur, ça fout McCarthy dans le jus, Bielbiarré sur la gauche et en fait McCarthy. Je pense que ce carton jaune de McCarthy, c'est un peu toute la frustration de l'équipe d'Irlande de ne pas avoir réussi à faire craquer la France. Tout ça, je pense que c'est vraiment... Déjà, c'est une connerie, bon, c'est une bêtise de McCarthy, un peu stupide, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, je pense, la concentration de la frustration irlandaise de ne pas avoir réussi à respecter le plan de jeu de pendant les 15 premières minutes, on te casse la gueule, on prend le score. Et donc, ce jaune, si on me suit sur l'argument de la frustration, ben en fait, ça permet d'abord l'essai de Bielbiarré, vu qu'ils sont en infériorité numérique, mais ça permet globalement en première mi-temps à la France de rentrer au vestiaire avec 2 points d'avance. Ces 2 points, c'est pas énorme, mais dans l'argument qu'on a dit juste avant, c'est super important. On revient sur l'essai de Bielbiarré parce qu'il est super intéressant. Pourquoi ? 2 choses. Alors, Bielbiarré en lui-même, c'est génial. Il marque un doublé sur le match. Donc, il est à un essai d'égaliser le record d'essais marqués en un seul 6 nations et à 2 essais, du coup, de passer le record et de mettre la barre à 9. Mais en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est d'abord la passe d'Antoine Dupont. Un bonbon. Mais pourquoi Antoine Dupont fait cette passe ? Parce qu'il a lu quelque chose. Il a lu qu'il y avait un défenseur, je crois que c'est Encho, qui est face à Ntamak. Et Ntamak, son jeu sans ballon est parfait. C'est-à-dire qu'il... Juste en étant là, il permet de fixer, si c'est Encho, mais il permet de fixer Encho pour que Bielbiarré ait une autoroute devant lui. Alors l'autoroute, elle fait 2,50 m, mais il y a cet essai de Bielbiarré qui arrive. D'abord, je crois qu'il y a un énorme jeu d'avant qui permet d'arriver là, donc on va le souligner parce qu'on ne met pas assez de crédit sur les avants. Mais Dupont lit bien, Ntamak est là, c'est parfait. On va parler de quelque chose qui fait mal maintenant. Je vais préciser un propos que j'ai eu hier sur la blessure d'Antoine Dupont. Hier, j'ai dit, je vais pas ressortir le tweet, mais en gros, j'avais dit que, à mon sens, Tagburn visait intentionnellement le membre d'Antoine Dupont, donc la jambe droite. Je pense, alors, après avoir revu les images, je pense m'être un peu fait piéger par le jeu des ralentis, où en fait je lis peut-être un peu trop la trajectoire de Tagburn qui en fait revient, qui est pas dans l'axe, mais qui revient du coup sur Antoine Dupont. Je pense pas que ce soit intentionnel, mais par contre, je pense que c'est pas possible qu'avec toutes les directives de World Rugby qui ont été mises en place sur les 5 dernières années, on se bouffe des changements de règles tous les ans, et l'argument de la sécurité des joueurs est toujours prévalent de la sécurité des joueurs, l'intégrité physique des joueurs, ceci, cela. C'est tout le temps pour l'intégrité physique des joueurs. À mon sens, c'est pas possible qu'avec la règle de il est illégal de cibler ou de laisser tomber son poids sur les membres inférieurs, l'arbitrage vidéo ne se soit pas dit ce serait peut-être intéressant de le checker. Parce que je crois qu'on en est à une demi-douzaine de cas cette saison, que ce soit en première chip, en URC, en top 14, en Pro D2, où on a des cartons rouges pour ce genre de truc. Alors on peut débattre de est-ce que c'est un carton jaune parce qu'en fait c'est pas intentionnel, il perd son poids, puis en fait non c'est carton rouge parce que tu tombes sur un truc et puis après tu peux rajouter le facteur aggravant de la blessure, mais bon, c'est le jeu ça. Mais globalement moi ce qui me frustre, c'est que dans un rugby qui se veut toujours plus protecteur du joueur, il puisse encore y avoir ce genre de faute, alors que pourtant, c'est censé être le match avec le plus de moyens possible pour justement éviter ça. Le TMO, le bunker, c'est pas là pour cueillir des fleurs, quoi, tu vois. C'est, à mon sens, le minimum du minimum, le strict minimum, le RSA des arbitres sur cette action, c'est de regarder la vidéo. Et j'en veux pas à Gardner parce qu'il est mal placé. Enfin, c'est pas qu'il est mal placé, mais il est de l'autre côté. Du coup, il voit pas Burn qui revient dans le ruck et qui tombe sur Dupont. Par contre, le fait que l'arbitre vidéo n'ait pas vu ça, pour moi, c'est une très très grosse erreur. J'espère qu'elle ne créera pas un précédent.
Parce que je pense que en général, ce genre d'action est plutôt bien arbitré. Et même s'il y en a qui sont choqués que certains croque-rolls puissent aller sur un carton rouge, je suis désolé. Sur ce genre d'action, quand on sait ce qui se passe dans le genou, quand le genou est mis en porte-à-faux et qu'en fait, on imagine la jambe comme ça, attendez, que ça c'est la jambe et en fait elle est pliée comme ça, mais qu'en fait elle passe comme ça. Et du coup, alors je sais pas si c'est le fémur, mais en tout cas le fémur et la rotule qui en fait font une hyper extension et le ligament pop, mais d'une violence, ça fait une douleur pour en avoir discuté avec certains. En fait, ouais, que sur ce genre d'action, en fait, la douleur que peut provoquer une telle négligence, à mon sens, ben ouais, c'est normalement rouge, mais dans ce cas-là, un arbitrage vidéo, c'est le minimum. Et le truc, c'est que Aldrit vient. Il vient et là, il explique, il fait oui. Alors, je ne vais pas le traduire en anglais, mais il dit bah, l'action de Dupont. Il tombe sur le rec, etc. Et l'arbitre lui dit non pas on a checké la vidéo, il n'y a rien, mais il lui dit en gros vous devez nous croire sur le fait qu'on a checké la vidéo. Sur ce cas-là, je suis très très partisan, mais de l'arbitre sur quasiment tous les cas de figure. Je fais confiance à l'arbitre, je fais confiance au TMO. Mais par contre, sur des actions euh, style croc-roll, style tomber sur les membres inférieurs d'un débleur sur un ruck, il faut vraiment que. J'aurais dit la même chose si ça avait été le 15 de France, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut vraiment être intransigeant et à la moindre suspicion, punir. Ou alors au moins regarder, parce que là, c'est pas possible qu'une action comme ça, ou même si c'est pas intentionnel, il tombe clairement sur le genou de Dupont, il lui fracasse le ligament. Franchement, on n'a pas l'info. Quelle heure il est? Il est 2h30. On n'a pas l'info honnêtement de si Dupont s'est fait le ligament interne ou si c'est le ligament latéral. Alors je suis pas kiné, je suis pas médecin, donc je sais pas trop comment ça se passe à l'intérieur. Mais là, on est sur 6-8 mois. Et globalement, que ce soit Dupont, que ce soit, je sais pas, Marchand, que ce soit Lucu, n'importe quel joueur, une action comme ça, franchement, 6-8 mois dans le jus ou putain, tu réapprends à marcher, merde quoi, faut le checker. Faut le checker. Et donc sur ce sens-là, ben moi ça me frustre parce que ben, je pense que alors je sais pas comment t'appelles ça, mais cette chute sur un membre inférieur, ça n'a pas été correctement checké. Une autre chose qui n'a pas été correctement checkée à mon sens, c'est O'Mahony. Les deux, on peut même pas appeler ça des plaquages, c'est des espèces de chutes plaquages où en fait il arrive 2 fois sur l'UBL Biarré et en fait c'est l'arrière de l'épaule qui plaque quoi. C'est l'arrière de l'épaule qui a le premier contact avec le joueur. Il n'y a pas les bras, il y a les bras comme ça à chaque fois. C'est franchement sur la première action, c'est faute normalement. Sur la deuxième, tu mets aussi faute, mais tu commences à te poser la question du carton jaune parce que c'est sur des coups de pied. O'Mahony, il doit avoir 35-36 ans. Tu sais qu'il va pas à la poursuite et qu'il va pas, il va pas suivre Loubelbière à la course. Donc sur ce genre de choses-là, il y a peut-être un peu plus de rigueur arbitrale à avoir. Et d'autant que c'est l'Irlande et que O'Mahony, on sait que c'est un peu un maître du McCoyisme, des gestes un peu ouais, du McCoyisme, de l'itogisme, je sais pas comment vous appelez ça. Mais c'est un peu un maître dans ce truc-là où en fait, c'est les actions que tu vois pas vraiment mais qui ont un énorme impact sur la suite du match ou sur l'action en cours. Mais donc en fait, merde quoi. Enfin, c'est assez flagrant en plus. Je crois qu'il y en a. Le premier, c'est au bord de la touche. Je crois que l'arbitre de touche est à côté. Bon, passons. L'arbitre a toujours raison. Alors, l'arbitre a toujours raison, à mon sens, sur les plaquages d'O'Mahony, s'il considère que voilà. Sur Dupont, je suis plus mesuré, mais voilà. Ensuite, bah, la blessure de Dupont, ça fait quand même plonger l'équipe de France dans un espèce de pas d'amorphisme, mais on peut dire un peu un choc où en fait Lucu rentre, mais il n'est pas tout de suite exceptionnel comme il l'a été sur la deuxième mi-temps. Mais en fait, il y a aussi la fatigue de bah oui, quand même, ils ont fait 80-100 plaquages sur la première mi-temps. Sur les 5 dernières minutes, bah, ils morflent un peu. Et à mon sens, ça se voit un peu ce manque de lucidité sur la faute du hors-jeu où c'est Flamand qui est sanctionné, mais en fait, c'est un peu toute la ligne française. Je me souviens sur l'image sur le haut, en fait, c'est un peu toute la ligne de défense de la France qui est à la faute. Donc ouais, ça permet en fait à l'Irlande de revenir à 6-8. Alors tu vois, c'est un peu évitable. Mais voilà, on voit que
L'Irlande, sur un petit manque de lucidité de l'équipe de France, on a fait les explications, etc. Mais revient au score à 2 points et elle est encore dans le match à ce moment-là. Pareil en fait sur le début de deuxième mi-temps où, alors je dirais pas que l'équipe de France est amorphe, mais elle est encore un peu dans le jus. C'est-à-dire que l'Irlande en profite, mais enfin, il y a l'essai de Boudehans, bien sûr, mais d'ailleurs l'essai de Boudehans, Gros fait un match. En fait, Gros fait que des matchs bons. C'est-à-dire que là, il relève ce ballon. Je sais plus s'il fait un offload ou il va au sol, il fait la passe à Lucu. Mais Lucu derrière, pan, la chistera pour Boudehans. Quand tu lances un taureau à 20 km/h sur une ligne de défense, forcément il y a essai. Et donc cet essai-là de Boudehans, je voulais juste en parler avant de faire la parenthèse, mais a été globalement très très joli. Et on va le signifier. La plus grosse erreur de l'Irlande, à mon sens, c'est le début de deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il y a ce banc en 7-1. Alors là, c'est plus du 6-1, parce qu'en fait, on va en parler après, parce que sinon je vais m'en mêler. Mais en fait, tous les joueurs français sur le banc rentrent avant la 50e, sauf Ouradou. Mais tout le banc rentre à la 50e et il y a un énorme impact. C'est-à-dire qu'il y a l'essai de Boudehans. En fait, tu cueilles un peu à froid l'Irlande, où en fait, tu as l'impression qu'ils reprennent le dessus sur la première mi-temps. Mais c'est quoi? La transformation, elle passe, donc ça fait 15 à 6. L'essai de Chian, c'est à la combienième? L'essai de Chian, c'est à la 52e. D'ailleurs, l'essai de Chian, bon, je me suis remêlé, mais l'essai de Chian, un peu injuste aussi, parce que Guillard, je sais pas ce qu'il aurait fallu faire, ou s'il fallait qu'il amène l'Irlandais en tribune sur le grattage, mais bon, il y avait peut-être un grattage à siffler, mais bon, là encore, M. Gardner avait peut-être vu que Guillard avait peut-être pas le ballon et que du coup, il l'avait attrapé. Enfin, voilà. Mais du coup, derrière, le ballon porté irlandais est magnifique. Et Lucu, j'ai vu des gens qui disaient Lucu, le plaquage face à Chian. Bon, mec, c'est Chian, tu peux rien faire. C'est totalement logique que Lucu ait pas pu résister face à Chian. C'est le contraire qui aurait été surprenant et qui aurait été encore ajouté au crédit de Lucu. Mais sur ce coup-là, Lucu est pas fautif, heureusement. On va revenir sur la plus grosse erreur irlandaise. Pourquoi? Le banc français rentre 48, 49e, 50e. Ouais, tu vois, Gros 48e, Movaca 48e, Antonio 48e, Guillard, je parle des sorties là, 48e et Aldrit 48e. C'est-à-dire que tu as 5 joueurs, si je dis pas de bêtises, qui arrivent, pan, bombe squad, impact immédiat. Pourquoi? Parce que sur les 10 prochaines minutes, entre, du coup je reviens sur le score, Louis Bielbiarré sonne la charge post-Boudehans à la 49e. 49e essai de Louis Bielbiarré, 7 points avec la transformation. On a ensuite l'essai de Djegou à la 58e, transformé, 14 points. Et entre ça, tu as la pénalité de Ramos qui permet de mémoire de passer de 22 à 25 points et de creuser l'écart. L'impact est énorme. Mais qu'est-ce qui se passe? Easterby n'a pas fait les changements suffisamment rapidement pour contrer cet impact du banc en 7-1. Et pourtant, il avait modifié son banc pour passer d'un 5-3, qui lui a porté tort en plus, d'un 5-3 au 6-2. Ce qui fait qu'en plus, bon, on va en parler après. Mais du coup, le banc n'a quasiment aucun impact pour l'Irlande parce que de la 49e à la 60e, en gros, la France a marqué 17 points. C'est trop tard, le match est fini. Il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est terminé. Enfin, les 17 points, on passe du coup, si je me souviens bien, on était à 6-8. Donc, la transformation, je crois que de Boudehans, elle passe pas. Si elle passe. Donc, on est en gros sur le début de deuxième mi-temps. 7, 14, 21, 24 points. On passe de 8 à 30 de mémoire. Enfin, en gros, tu creuses l'écart en comptant l'essai de Chian, tu agrandis l'écart à 20 pions. Je crois que c'est 19 points l'écart à ce moment-là. C'est irrécupérable. Et le banc irlandais n'a plus aucune influence parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'essai de Healy de Conan à la 70e et 80e, mais c'est trop tard, c'est fini, quoi. Donc, en fait, globalement, je pense qu'Easterby a mal calculé ça et putain, Farrell a dû se ronger les doigts jusqu'au coude.
Mais ouais, le banc irlandais n'a rien proposé. En plus, on va parler maintenant au cas par cas, mais Aki n'a eu aucun impact. Franchement, c'est triste à voir parce que c'est un joueur incroyable. Mais aujourd'hui, tu as vraiment senti qu'il avait 33, 34 ans, quoi. L'équipe de France l'a super bien plaqué, des plaquages bas qui l'ont complètement arrêté. Ils ont pas fait l'erreur d'essayer d'aller le chercher en haut comme je crois que l'Angleterre avait fait un peu cette connerie. Mais il n'a pas été dangereux. Il est trop fatigué. En conséquence, bah, alors le Easterby n'est pas débile, hein, il voit que Aki est en difficulté. Il fait rentrer Crowley. Crowley se retrouve en 12. C'est pas le même impact et l'Irlande n'a pas l'habitude de jouer avec comment t'appelles ça, deux 5/8e. Alors t'appelles Crowley un 5/8e, mais n'a pas l'habitude d'évoluer avec un 5/8e en 12. Et à mon sens, bah, de toute façon, ça a eu aucun impact Crowley dans ce match. Donc en fait, globalement, la défense, l'attaque, la stratégie du match, l'entrée du banc, elle n'a pas été invitée sur ce match pour les Irlandais. Elle n'a pas été invitée. Entre la 49e et la 60e, les Irlandais sont crevés. Ça se voit dans les repositionnements. Je me souviens d'une situation où en fait, tu as 13 joueurs qui sont sur le bas de l'écran. Et en fait, tu arrives en haut avec l'équipe de France et en fait, c'est un 3 contre 2. Enfin, globalement, tout ce qu'a fait l'Irlande aujourd'hui, c'était encore pire. En gros, globalement, le match était encore pire, la prestation, que ce qu'ils ont fait face à l'Irlande, qui était déjà rock bottom, alors en anglais, voilà. Mais en gros, t'avais creusé, t'étais extrêmement bas en niveau, et je pense que là, ils sont encore plus mauvais que ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, est-ce que c'est la faute d'Easterby? Est-ce que c'est la faute de l'équipe dans son entièreté? Parce que individuellement, honnêtement, pour l'Irlande aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui dépasse le 7 sur 10. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui les mettaient à 7,5, 8, Doris, etc. Mais je trouve qu'individuellement, hein, ils ont tous pêché. Il n'y a rien eu de sensationnel. Alors Sheehan, peut-être qu'il a été bon, mais globalement, ça m'a pas transcendé en fait ce qu'a fait l'Irlande hier. Ça a transcendé personne. Et globalement, ouais, ça pose des questions sur est-ce que du coup on peut dire que c'est une fin de cycle, ou alors en fait est-ce que c'est seulement l'absence de Farrell qui fait et que Easterby en fait n'était pas suffisamment préparé et il a fait les mauvais choix. Il y a plein de questions qui se posent à mon sens, mais j'ai envie de dire on verra face à l'Italie, mais non, je pense on verra pas face à l'Italie. Et encore, imaginez si l'Italie gagne face à l'Irlande. Mais ouais, on va parler du cas par cas français maintenant. Globalement, le meilleur joueur du match à mon sens, François Cros. J'ai expliqué pourquoi les arguments, les 15-20 premières minutes où il est sensationnel, il fait 15 plaquages, il fait 2 grattages, particulièrement le grattage à la 15e qui, j'explique, shift le mood de la première mi-temps et du public. Qui, en fait, voilà, Cros il est fou parce que c'est honnêtement peut-être la plus grande mi-temps qu'il ait fait dans sa carrière. Il est complètement, il est ultra concentré. Puis en fait, il fait toujours les bons mouvements, le bon plaquage, le bon grattage. Il se relève, la redistribution défensive. Il sait quand se consommer, il sait quand il faut aller au ruck, il sait quand il faut redistribuer. Cross a été franchement sur la première mi-temps. Cross, c'est un 10 sur 10. Son jaune fait que bon, ça redescend à 9 parce que globalement, la note globale, c'est 8,5, 9 selon les différents médias. Moi, je dirais que c'est si tu obstrues les 10 dernières minutes qui sont globalement inutiles au match parce que tu laisses un peu l'Irlande revenir au match parce que tu es globalement crevé, et ça se comprend vu la performance, Cross, c'est un 10, honnêtement, sur ce match. Donc ouais, Cross a été énorme. Lucu, pareil, Lucu. Oh, je me souviens ce qu'il avait dégusté au dernier Six Nations. Il en avait pris plein la gueule pour tout le monde. Et ça m'avait attristé. Je crois que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet de bon, Lucu est pas un peintre, contrairement à ce que les gens disent. Aujourd'hui, le jeu au pied était long, précis. Il enlève la pression. Pareil, les passes super intelligentes, les bonnes orientations de jeu. Il colle toujours au ballon. Il est toujours dans le ruck rapide, la sortie rapide. Quand il faut que ce soit lent, il faut que ce soit lent. Quand il faut laisser le temps à l'attaque française de se placer pour offrir plus de propositions de jeu, de solutions, il les laisse faire. C'est toujours très très intelligent.
Et sur ce plan-là, alors forcément, individuellement, sur la qualité individuelle, c'est pas Dupont, hein. C'est pas évidemment personne peut atteindre Dupont aujourd'hui. Mais par contre, dans son registre, il a été parfait. Dans son entrée en jeu, pareil, je- peut-être 9,5, 10 comme Cross aujourd'hui, à mon sens. Mais voilà. Maintenant, on va passer à Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré qui. En fait, globalement, on va parler de Louis Bielbiarré et en même temps des ailiers. Penaud, c'est peut-être un peu plus de déchets que Louis Bielbiarré, mais il a été un peu chien fou. C'est-à-dire que il a fait des trucs un peu cons, genre la relance où il part sur l'aile et en fait il se fait plaquer. Bon, heureusement que je crois que sur le grattage, l'Irlande fait un en avant, il se sauve comme ça, mais s'il n'avait pas été sauvé, que l'Irlande marquait derrière, bon, ça aurait été tout un scandale. Mais franchement, Penaud a été bon, voire très bon, mais en fait les déchets qu'il fait font que en fait tu peux pas en faire un jeu, tu peux pas mettre une note aussi excellente que Louis Bielbiarré. Du coup, Louis Bielbiarré, parfait. Moi, ce que j'ai adoré en fait pour Penaud, pour à la fois Penaud et Louis Bielbiarré, c'est le dézonage constant et l'utilisation comme solution des ailiers dans la ligne. On le voit, je crois, par exemple, quand Penaud, c'est une contre-attaque, quand Penaud passe pour Louis Bielbiarré, qui a SEO, etc. Là, franchement, on peut mettre la qualité individuelle de vitesse de Louis Bielbiarré en lumière, mais voilà, Penaud qui rentre dans la ligne, la vitesse fait que en fait il arrive à prendre l'intervalle, la bonne passe pour Louis Bielbiarré. Sur ce plan-là, Penaud a été très bon. Et Louis Bielbiarré, en fait, dans le dézonage, dans l'apport de solutions, fait qu'avec sa vitesse, en fait, c'est une solution constante parce qu'il n'est pas très puissant, forcément, Louis Bielbiarré, mais par contre, dans sa vitesse, il est très tranchant. Et aujourd'hui, alors sur le premier essai, il n'a pas été extrêmement mis en évidence, mais sur le deuxième, cette espèce de coup de pied à suivre, un peu recentrage où tu te dis ah putain il est un peu trop recentré. En fait, il arrive à prendre l'extérieur de Prendergast comme une fusée, il explose le ballon au sol. En fait, moi je me pose la question où est la limite de Louis Bielbiarré, parce que imaginez il met un doublé la semaine prochaine face à l'Écosse, c'est le meilleur marqueur du 6 Nations dans une édition, quoi. C'est un record. C'est l'Omouesque un peu de. C'est Abanaesque, l'Omouesque, ce qu'il peut faire sur ce 6 Nations-là. Donc franchement, Louis Bielbiarré, même en défense, putain, Louis Bielbiarré en défense est un chien. Enfin, je le trouvais déjà bon en début de carrière. Il avait cette espèce un peu d'intelligence situationnelle, de savoir quand monter, etc. Mais c'est vrai qu'au plaquage, il manquait peut-être un peu, que ce soit de technique ou de puissance, mais tu peux attribuer ça à la jeunesse, donc c'est pas forcément pénalisable. Mais en fait, il est devenu vraiment extrêmement bon en défense. Et pour un ailier de son gabarit, c'est vraiment très, très, très prometteur. Quel âge il a? Il doit avoir 22 ans, Louis Bielbiarré, aujourd'hui. C'est quand même dingue qu'il ait ce niveau défensif. Ils me mettent pas son âge, putain. Putain, ça me propose sur Google, autre question, ça me propose Louis Bielbiarré est-il en couple? Non, c'est pas ça que je veux savoir, juste savoir son âge parce que c'est vraiment. C'est primo, il a 21 ans, il a un niveau défensif d'un joueur qui en a 28. Et c'est vraiment un phénomène. Et je trouve que c'est pas qu'il est sous-coté, parce qu'il est extrêmement bien coté, il est très intelligent. Par contre, je trouve que médiatiquement, on n'en fait pas une affaire suffisamment. Enfin, qui est, qui est propre à ce que Louis Bielbiarré fait sur le terrain, quoi. C'est-à-dire que ça aurait été un Néo-Zélandais qui aurait fait ça, je pense que Louis Bielbiarré aurait été vu comme un ovni, mais un ovni genre, tu vois, Savéaesque quand 2014-2015 où on en faisait une énorme star. Et là, je trouve que le Bielbiarré a encore énormément de potentiel médiatique où je trouve que l'équipe avait fait un très très bon sujet sur euh, pourquoi il court vite. Et en fait, c'est des petits trucs où tu dis putain, le mec est un magicien techniquement. Et en fait, c'est plein. Louis Bielbiarré fait que en fait, tu as l'impression que c'est juste un mec qui court vite, mais en fait, c'est tellement plus intelligent dans le jeu. Et c'est pour ça que je me dis qu'on peut peut-être en faire un peu plus de raffus sur l'exceptionnalité de ce joueur, quoi. On va parler de Moefana. Moefana, pareil. Le rock défensif. J'avais fait une petite vidéo, pas pour m'en vanter, mais où j'avais dit qu'il était peut-être un peu sous-coté. Je crois que c'était après l'Angleterre, où en fait je dis que Moefana est sous-coté. Attention, il a pris la place de Ficou dans le système défensif. Il est beaucoup plus autoritaire. Sa personnalité est toujours un peu douce, gentille, mais on lui a appris à s'imposer, à communiquer. Il y a du progrès, il y a mieux à faire, notamment face à
que ce soit face à l'Italie ou face à l'Angleterre, où bon, il y avait quelques situations où tu peux te dire, putain, peut-être une meilleure communication entre Moefana et Barassi, mais ce qu'il a fait aujourd'hui est la preuve que, euh, bah en fait, c'est pas un hasard s'il est à quasi 40 sélections à 24 ans, quoi. 40 sélections pour un joueur comme ça, c'est pas un hasard. Et je pense que même il avait beaucoup à faire pour atteindre l'omniprésence défensive de Ficou et l'intelligence, je pense qu'aujourd'hui, il a prouvé que ben, quand tu neutralises, avec ton équipe bien sûr, mais quand tu arrives à neutraliser un joueur comme Bundy à qui en vis-à-vis, je pense que c'est pas un hasard. Donc Moefana est en plus un joueur qui est physiquement extrêmement rablé, il paraît très très épais, et pourtant a une mobilité, a il gesticule du haut du corps, il a une mobilité surtout du tronc que j'adore. Et puis même, il court très très vite. C'est vraiment un tronc d'arbre qui court vite, quoi. C'est un peu un gelon de la paire de centre. Et franchement, il faut le souligner. Je sais que beaucoup l'ont fait aujourd'hui, Moefana exceptionnel, etc. Mais encore une fois, dans la technicité, comme Louis Bielbiarré, Moefana a énormément travaillé. Et ça, tu le vois à travers les interviews, que ce soit des coachs ou de lui-même, où tu comprends que bon, il en a quand même un peu chié aux entraînements, mais c'était pour la bonne cause. Et donc, Moefana aujourd'hui est génial. Alors, quelques déchets en défense, 4 plaquages, mais globalement, c'est pas des plaquages pénalisants qui a un essai derrière, etc. C'est plutôt des plaquages où en fait la défense collective fait que ça se rattrape, ou en fait c'est des plaquages où le mec revient à l'intérieur, mais tu as toujours un troisième lat qui traîne pour le foutre au sol. C'est pas des plaquages pénalisants, alors forcément la stat, oui, 4 plaquages, c'est énorme, etc. Bon, moi je la diminue un petit peu, je pense que Moefana fait un très bon match. Peut-être pas 9 sur 10 comme Kroos ou Lucu ou Bielbiarré, mais par contre c'est un bon 8, voire 8,5 en fonction de comment vous l'aimez ou de comment vous interprétez son match. Mais ouais, on peut parler on peut faire un bilan. Ça fait combien de temps que ça tourne? Ça fait 30 minutes, putain, j'ai l'impression que ça en fait 10. Pour moi, alors j'ai déjà parlé du fait que critiquer cette équipe de France, que forcément vous l'avez entendu en interview, les journalistes ont été méchants, etc. Je pense qu'il y en a qui l'ont été, mais je pense que globalement, en tout cas j'espère que pour moi ça a été bienveillant dans le sens où c'était des critiques fondées. Euh, mais en fait, ouais, c'est pour ça que je ressors l'argumentaire de tout à l'heure. Je pense que aujourd'hui on a eu j'espère que c'est pas le pic de forme de l'équipe de France parce qu'il y a l'Écosse à Scoltini la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est une montée en puissance phénoménale. Et je sais pas si c'est à cause des journalistes qui les ont piqués à leur ego ou si c'est le staff qui a fait un très bon travail pour les remotiver. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'équipe de France a réellement fermé des gueules sur tout ce qui a été dit sur eux. Je pense que c'est légitime. Je pense que les critiques étaient pas stupides, notamment sur la défense, sur des trucs où tu te poses des questions sur l'agressivité en défense, notamment, même sur l'efficacité en attaque, hein, quand tu vois le match face à l'Angleterre. Mais par contre, c'est un fantastique, c'est un fantastique revers de forme par rapport à ce qu'on pouvait attendre face à une Irlande qui était censée te dominer physiquement, te faire mal, te casser la gueule. Et je trouve que le fait que l'Irlande ait été totalement annihilée aujourd'hui fait que ça prouve que cette équipe de France, comment dire, je vais reformuler, en fait c'est la première fois depuis la Coupe du Monde que j'entrevois réellement le chemin que va prendre l'équipe de France pour 2027. C'est-à-dire qu'on a eu des bribes avant de parties de match super intéressantes, des essais flamboyants, mais tu as aussi eu de l'inconstance, de l'irrégularité, des matchs comme l'Angleterre où tu finis par t'arracher les cheveux, des matchs comme l'Irlande l'année dernière où tu te dis putain, est-ce qu'on joue au rugby bien? Plein de trucs où en fait tu te dis ouais, mais du coup on gagne là à cause de ça, mais on a ça qui est mauvais, on a ça qui est mauvais là, on a ci qui est... En fait, c'est la première fois où je ne sais pas s'il y a des critiques véritablement importantes sur le jeu du 15 de France, parce que dans quasiment tous les systèmes de jeu, enfin dans tous les compartiments du jeu, l'équipe de France a satisfait les deux, j'utilise le terme gros points négatifs, c'est... Alors, il y en a un qu'on peut dire c'est un gros point négatif, c'est l'indiscipline, vu qu'on est à 13 fautes, si je dis pas de bêtises, un carton jaune. Bon, le carton jaune de Kroos, bon, tu sens que ça lui permet de finir son match à seulement 73 minutes de temps de jeu.
Mais en fait, ouais, l'indiscipline est le seul vrai point faible aujourd'hui. Et quand on voit ce sur quoi c'est, bah, tu te dis qu'au final, ils ont plutôt bien résisté. Et en fait, le deuxième, pas gros point faible, mais juste le deuxième point faible, c'est que en conquête, c'est le truc truc que je disais tout à l'heure en stream, c'est que en conquête, la France a été parfaite sur ses lancers, sur ses introductions, mais elle est pas encore au stade de faire chier l'adversaire. C'est-à-dire que je crois que l'Irlande perd une touche, ils font un 9 sur 10 parce que je crois que c'est Herring qui lobe le sauteur, du coup ça fait une touche gagnée par Marchand, et du coup ils sont à 9 sur 10, mais en mêlée, l'Irlande est à 100%, je crois que c'est 5 sur 5. Et donc, globalement, s'il y a peut-être une piste à explorer, alors c'est pas une obligation de faire dérailler l'adversaire, mais par contre, ouais, sur cette piste-là, d'arriver à lire l'adversaire, à contrer l'adversaire en touche, par exemple, bah, peut-être que c'est la prochaine étape du 15 de France euh, pour réussir à être exceptionnel. Et donc, ouais, franchement, c'est une victoire aujourd'hui, enfin hier du coup, du calibre de l'Angleterre 2023. Parce que ça y ressemble dans le scénario, en fait. C'est-à-dire que, en 2023, tu perds en Irlande, tes joueurs sont complètement morts, 46 minutes de temps de jeu effectif. Je me souviens de Dupont qui arrive même pas à aller en conférence de presse parce qu'il est mort physiquement, c'est Ficou qui s'y colle. Derrière, je me souviens plus trop de l'ampleur médiatique que la défaite avait eu, mais en fait, tu étais un peu piqué, et puis tu vas en Angleterre, où tu te dis, bah les gars, on peut pas abandonner, il y a une espèce de remobilisation, pareil un peu ce qu'il y a eu les 2 semaines précédentes, où tu te dis, ils y vont pour gagner. Et en fait, tu te doutes qu'ils y vont pour gagner, mais tu te doutes pas avec quel degré de parfaitude, alors c'est pas français, mais de perfection tu y vas pour foutre 53 points en Angleterre. Alors, il y a une situation de l'Angleterre. C'est le 4e match de Borswick. Il arrive un an avant la Coupe du Monde. Bon, si vous regardez la chaîne souvent ou les streams Twitch, j'en parle souvent du fait que Borswick a eu des complications. Il a dû faire beaucoup avec peu. Et c'était globalement une équipe anglaise qui avait aucune forme, des joueurs qui étaient pourris. Enfin, globalement, voilà. Aujourd'hui, la victoire en Irlande, c'est vraiment pareil, c'est une victoire qui va compter. Alors évidemment, ça comptera pas beaucoup si la semaine prochaine tu perds en Écosse, mais par contre, c'est une victoire qui compte pour le mental, parce que c'est la confirmation globale que à la fois Galtier a eu raison. Ah d'ailleurs, on n'a pas parlé du banc en 7 ans, on en parle en fin de vidéo. Mais c'est la confirmation globale que le staff de Galtier est extrêmement bon. Sean Edwards a refait une défense très très bonne. Arletaz, on commence enfin à voir sa patte avec des contre-attaques de folie. Et globalement, vous l'avez vu avec Lucu, énormément de propositions autour des rucks. Des fois, on arrivait à 7, 8 propositions de jeu autour des rucks, ce qui est énorme. Et, et en fait, hormis la discipline, on en a parlé tout à l'heure, mais en fait, chaque secteur de jeu a ses améliorations, a ses progrès. Et en fait, c'est des trucs que tu peux pas enlever au staff de Galtier. Pareil pour les joueurs. Quand tu vois des joueurs comme Gros, comme Cross, comme l'entrée de Meafou, enfin, je vais me perdre, mais j'en oubliais. Fana, on en a parlé, Lucu, Louis Bielbiarré. Pareil, Parassi, j'ai trouvé qu'en défense, alors il a 2 plaquages manqués pour 4 tentés, mais avant qu'il sorte sur le protocole commotion, j'ai trouvé qu'il avait été plutôt bon en défense. Il a eu des bonnes lectures. Qu'il y a d'autres, j'ai oublié, mais l'entrée de Meafou est très bonne. Jégou a été, j'en ai pas parlé, mais Jégou est tentaculaire. Parce que quand il rentre en nous, tu te fais putain, il rentre en nous, c'est la pire situation possible. Et en fait, il rentre et il va même jusqu'à faire des petits jeux au pied où il lit parfaitement la montée défensive de l'ailier. Et en fait, c'est très, très, très bien fait. Et donc, ouais, franchement, sur ce match, on est quand même sur une qualité globale qui est proche du parfait, individuellement. Et donc, ouais, je sais pas trop ce que je peux dire d'autre, hein. De toute façon, on verra la compo parce que là, on va se pointer face à l'Écosse sans Dupont, sans Barassi. Potentiellement, il y a le débat entre est-ce qu'on remet Meafou titulaire ou quoi. Je pense que j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Mais ouais, c'est franchement une très très belle victoire. Je coupe, j'ai oublié de parler du banc en 7-1. Du coup, je reviens, etc. On fera un petit montage bizarre. Mais le banc en 7-1, par contre, l'entrée un peu tardive d'Orado à la 75e me laisse toujours à penser qu'en fait, le banc en 7-1
Et peut-être mieux en banc en 7-2 en fait, parce que vu comme tu utilises Oradou aussi peu et en fait tu laisses Flamand 75 minutes et en fait tu as Guillard qui couvre le poste de 4 et 5 sur le banc et que du coup tu partirais sur un banc avec Marchand, Baye, Aldeguerri ou Tatafou, Meafou ou Guillard et ensuite Jelon, Gégou, un 9 et un centre polyvalent, etc. Moi, ça me pose la question de est-ce que du coup, le banc en 6-2 est pas peut-être un peu mieux vu que tu n'utilises pas Oradou pour le poste de 4. Et ouais, c'est la seule question que j'ai sur ce banc en 7-1. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est super longue, 39 minutes. On va arriver sur la quarantaine. En tout cas, merci d'avoir été là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Pensez à lâcher un commentaire pour donner votre avis. Franchement, j'y réponds. Et j'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo.